Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Info en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. L'Ouganda se prépare à une série de violences après la réélection contestée du président Yoweri Museveni. Le scandale déclenché par le décès d'un homme suite à des violences policières conduit le président égyptien à durcir les sanctions visant la police. La sécurité aérienne est remise en cause dans l'est de l'Afrique après l'attentat suicide qui a visé un avion somalien. Une équipe d'experts dirigée par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki veut sensibiliser sur les ravages de la corruption en Afrique. Et pour terminer, direction l'Afrique du Sud où les vendanges ont débuté dans la région du Cap. À la une de l'actualité, les forces de sécurité ougandaises sont prêtes à faire face à une vague de violence post-électorale après que le président sortant Yoweri Museveni a été déclaré ce week-end vainqueur de l'élection présidentielle. Les observateurs ont toutefois déclaré que les élections manquaient de transparence. Yoweri Museveni a été réélu pour un 5e mandat. Samedi dernier, il a remporté l'élection présidentielle avec plus de 60% des voix. Son opposant Kizza Besigye a été placé sous surveillance judiciaire et maintient que les élections ne sont qu'une farce. J'invite la communauté internationale à rejeter les résultats des élections ougandaises. Et je demande qu'une commission internationale d'audit soit mise en place afin d'auditer les résultats des élections présidentielles 2016 en Ouganda. Les électeurs des partis opposés se sont prononcés. Je me réjouis que notre président soit sorti vainqueur des élections. Toutefois, je ne peux pas exprimer ma joie, par peur d'être pris pour cible. Je ne suis vraiment pas content. Le moment est venu de faire notre deuil. Je crois que nos élections ont été volées. Pour l'instant, la présence des forces de sécurité a été renforcée à Kampala, capitale ougandaise. Vous le savez peut-être, mais les services de sécurité ont reçu des rapports suggérant que des éléments planifient de provoquer des troubles, de semer la violence et d'entraîner le chaos. On peut dire qu'ici, au gouvernement, nous ne pouvions prendre ce risque ou accepter la situation chaotique qu'ils ont essayé de créer. Les réseaux sociaux et les services de transfert d'argent par téléphone portable ont été fermés pour des raisons de sécurité durant les élections. Politique toujours, l'Égypte se prépare à punir tout policier reconnu coupable d'abus. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a demandé à son ministère de l'Intérieur de durcir les sanctions à l'encontre de ces policiers. La proposition de loi sera présentée au Parlement. L'annonce intervient alors que des manifestants se sont rassemblés au Caire après qu'un homme a été abattu par la police. Il existe deux types de policiers en Égypte, ceux qui sont diplômés de l'académie de police et les cadets. Les cadets ne sont pas rigoureusement formés et se heurtent régulièrement à la population. Ces confrontations avec la population ont provoqué la colère des Égyptiens. Par exemple, des médecins ont organisé une manifestation nationale pour dénoncer la brutalité policière. Jeudi dernier, une centaine de manifestants se sont réunis après qu'un cadet de la police a abattu un homme. Les cadets de la police ont été exemptés de comparution devant un tribunal militaire. Le tribunal militaire fut remplacé par des cours martiales disciplinaires qui ont eu un impact important sur le comportement de certains cadets de la police après la révolution de janvier. Il existe toujours des punitions qui pourraient les suspendre de leurs fonctions. Le président Abdel Fattah al-Sisi a répondu aux exigences populaires. Il a demandé au ministère de l'Intérieur de modifier une loi pour durcir les sanctions à l'encontre des policiers dans un délai de 15 jours. Il y a près de 6 bureaux officiels au ministère qui surveillent et punissent les policiers. Et cela inclut le bureau de la sécurité nationale, le bureau de la gestion de la police pour chaque gouvernorat, ainsi que la direction générale de la sécurité. Beaucoup disent que le ministère de l'Intérieur doit faire davantage pour s'assurer que la police soit tenue responsable de ses actions. Les experts en sécurité affirment qu'il est crucial que la sécurité aérienne soit renforcée dans la Corne de l'Afrique. Près d'un mois après une attaque suicide ciblant un avion en Somalie, Djibouti a arrêté les vols en provenance de ce pays.
Cela fait 3 semaines depuis l'attaque de l'avion d'Aalo à Mogadiscio. Le groupe militant somalien Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Heureusement, personne n'a été tué, mis à part le kamikaze. Les autorités travaillent pour renforcer la sécurité des voyageurs à l'aéroport. En tant qu'agence de sécurité en charge de la sécurité, nous avons renforcé la sécurité à l'aéroport. Cela ne sert pas uniquement à rassurer les voyageurs locaux, nous espérons aussi convaincre les ambassades étrangères et les organisations des Nations Unies que l'aéroport de Mogadiscio est sûr. Il y a eu toutefois des conséquences depuis l'attaque kamikaze. Djibouti a interdit tous les vols venant de Somalie par précaution et d'autres pays pourraient suivre. Les experts disent qu'il ne s'agit pas juste de la Somalie, la menace concerne les aéroports dans la région et au-delà. Les menaces posées par les militants sont réelles. Nous avons vu cela quand un avion a explosé à Sharm el-Sheikh. Également, quand une bombe a été découverte au Yémen. La menace est toujours présente. Pour les pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique, il faut améliorer la sécurité dans les aéroports. Économie à présent. La Banque centrale du Zimbabwe a été encouragée dans tous ses efforts de mettre un terme à la fuite de capitaux hors du pays via toute une palette de moyens illicites. Dans sa déclaration de politique monétaire au début du mois de février, le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia, a annoncé tout un arsenal de mesures qui limiteront les mouvements de fonds offshore. À travers le non-paiement de gains à l'exportation, des investissements étrangers non approuvés, l'évasion fiscale et la contrebande, on estime que des individus et des compagnies ont siphonné illégalement plus de 1,8 milliard de dollars hors du pays en 2015. Ces fuites ont causé une hémorragie de la fragile économie et baissé les réserves de devises étrangères à l'équivalent de moins d'un mois d'exportation à partir du mois de décembre dernier. La Banque centrale a à présent institué des contrôles plus stricts. Une approbation est requise pour tous les retraits supérieurs à 10 000 dollars. Les paiements offshore des compagnies requerront une approbation et ne pourront dépasser 3% du revenu. Toutes les transactions douteuses devront être rapportées. Et les banques devront observer des règles plus strictes d'identification des clients. De moindres sorties d'argent renforceront les liquidités et donneront au gouvernement davantage d'espace fiscal et l'aideront dans ses efforts de régler les obligations de sa dette cette année. Ce sont de bonnes mesures, mais elles doivent être mises en œuvre pour qu'elles aient de la valeur. Parce que si nous n'avons pas de mécanisme sérieux de mise en œuvre, alors nous aurons des problèmes. Non seulement pour pénaliser les institutions financières, mais il doit aussi y avoir une mise en œuvre de la part des autres branches du gouvernement pour maîtriser les compagnies qui font cela. Mais d'autres observateurs disent que les contrôles d'échange pourraient aller à l'encontre de la formation du capital. Donc si je veux retirer 10 000 dollars, cela doit être approuvé. Donc ce que je fais, c'est que je ne mets pas l'argent à la banque. Parce que je ne veux pas que la banque de réserve se mêle de mes affaires. Les gens d'affaires sont inventifs, particulièrement lorsqu'il s'agit d'argent. Donc ils trouveront toujours des moyens de s'assurer de mettre leur argent à l'étranger. Cet analyste ajoute que la Banque centrale pourrait puiser dans la diaspora, estimée à environ 3 millions de personnes, afin d'introduire la permutation des actifs comme solution alternative. Une solution qui a été adoptée en Afrique du Sud est la permutation des actifs, où les gens qui veulent mettre de l'argent offshore obtiennent une autorisation fiscale. Vous vous assurez donc qu'ils paient leurs impôts, puis permutent leurs actifs avec des gens qui ont de l'argent à l'extérieur. Donc si quelqu'un veut apporter de l'argent dans le pays et que je veux sortir mon argent, nous nous associons et dès lors, l'argent reste dans le pays et nous limitons le flux. En dernière instance, les analystes d'ici disent que le Zimbabwe doit continuer sur sa voie pour améliorer le climat des investissements et le profil de risque du pays, ce qui encouragera les gens qui ont fait de l'argent à le garder ici et à en apporter plus. L'Afrique perd chaque année des dizaines de milliards de dollars en raison du crime et de la corruption. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki dirige actuellement une équipe d'experts spécialisés dans la lutte contre les flux financiers illégaux en Afrique. Leur objectif est d'attirer l'attention sur ce problème qui coûte toujours plus cher au continent. 1 trillion de dollars. Il s'agit du montant des capitaux que l'Afrique a perdus au cours des 50 dernières années, principalement en raison des activités illégales. Il s'agit à peu de choses près de la somme que le continent a reçue dans le cadre des innombrables programmes d'aide. Selon le panel d'experts des Nations Unies dirigé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, les pertes annuelles atteindraient même les 50 milliards de dollars.
Les activités criminelles telles que le trafic de drogue et d'humains constituent à elles seules près de 30% des flux de capitaux sortant d'Afrique chaque année. Thabo Mbeki et son équipe étaient cette semaine aux États-Unis pour mettre la lumière sur le coût réel des activités criminelles et de la corruption pour l'ensemble des pays africains, mais également pour faire pression sur la communauté internationale qui doit plus que jamais apporter son aide afin de faire cesser l'hémorragie financière sur le continent. Je pense que nous n'avons plus le temps, nous devons immédiatement mettre définitivement un terme aux activités de ceux qui se sont enrichis sur le dos de ceux qui ont le moins dans le monde. Lors d'un discours aux Nations Unies, Thabo Mbeki a rappelé l'engagement des dirigeants des pays africains dans cette lutte. Il a par ailleurs ajouté que le continent lui-même était la source du problème et qu'il serait le premier à bénéficier d'une solution réaliste. Les dirigeants du continent africain se sont engagés à prendre à bras le corps ce problème et appellent la communauté internationale à les aider. Mais nous insistons également sur le fait que la lutte doit avant tout être menée à l'intérieur du continent. Cependant, Thabo Mbeki a rappelé que malgré la volonté politique d'agir, les pays africains ne sont pas encore suffisamment dotés d'institutions capables de résoudre le problème au niveau central, notamment sur des sujets relatifs aux systèmes fiscaux, aux taxes douanières, mais aussi concernant l'échange d'informations financières entre les différents pays du continent. Agriculture maintenant. L'Afrique du Sud est connue pour son industrie viticole. La récolte est en cours dans la région du Cap, où c'est également l'occasion d'un grand festival. La saison des vendanges est une saison festive. Les festivaliers viennent en savoir plus sur le processus de vinification ici au domaine de Grande-Provence, où la sécheresse n'a pas réussi à mettre à bas la récolte. Nous avons eu un bon début de saison avec les blancs dans des zones plus fraîches. Le raisin a évité ainsi la chaleur et les blancs sont spectaculaires. Des dégustations et tout un tas d'activités ont lieu pendant le festival. Nous avons eu de la musique traditionnelle du Cap dans les vignes pour que les gens ressentent le rythme des vendanges. Ensuite, on vous emmène à une dégustation qui leur apprend ce qui se passe quand le raisin est transformé en vin. Et ensuite, je pense que ce que je préfère, c'est de les emmener dans la cave pour leur montrer ce qui se passe avec la fermentation. Aujourd'hui, nous allons fouler le raisin. C'est la première fois et c'est super. Je pense que je pourrais venir ici tous les jours pour faire ça. C'est comme jouer avec du papier à bulles, c'est fabuleux. C'est comme la réflexologie, c'est fantastique. C'est vraiment pas banal, très thérapeutique. C'est un peu comme du caviar qui éclate sous les pieds. C'est vraiment exaltant. Ça fait du bien, c'est froid, ça chatouille et c'est bon le long des jambes contre les fruits avec le jus qui sort. Et voilà, maintenant, vous aussi, vous savez faire du vin. Mais peut-être vaut-il mieux laisser cela aux professionnels. Occupez-vous plutôt de déguster le produit fini. L'Afrique du Sud continue de subir les pires sécheresses en 30 ans. Les fermiers peinent à s'approvisionner en eau et en nourriture pour le bétail qui meurt en masse. Heureusement, des organisations sont là pour essayer d'améliorer leur sort. Ce fourrage est destiné aux régions d'Afrique du Sud touchées par la sécheresse. Karl Weishuizen est l'un des milliers de Sud-Africains qui soutiennent une initiative communautaire appelée Hope Grass Project. Avec des amis et des voisins, Karl collecte des tonnes d'herbes coupées à envoyer aux fermiers. Faire une chose positive pour mon pays et pour mon peuple, et aider les fermiers qui souffrent et aider à sauver les bêtes. Au lieu de jeter l'herbe que vous coupez, donnez-la pour les animaux. Les Sud-Africains ordinaires répondent à la crise en établissant des points de collecte dans différentes zones urbaines. Ces tas d'herbes coupées seront compactés et distribués aux fermes les plus touchées. Ce que les gens peuvent faire, c'est déposer leur herbe le jour où elle a été coupée sur les sites prévus à cet effet. Elle sera reçue par nos employés et séchée sur ces emplacements. C'est l'un de nos plus grands sites à Pretoria. Nous traitons entre 5 et 8 tonnes d'herbes coupées par semaine.
Ce n'est pas seulement le problème des fermiers, ce n'est pas le problème du département de l'agriculture du gouvernement. C'est quelque chose qui affecte chaque citoyen d'Afrique du Sud. Ce projet fournit aussi une plateforme où les Sud-Africains peuvent se réunir ou s'unir derrière nos fermiers et apporter leur contribution. La distribution d'herbes n'est qu'une mesure temporaire, mais pour Agri SA, c'est déjà quelque chose. Pour nous, c'est une expérience formidable, cette distribution de fourrage aux fermiers. Nous sommes allés dans le Free State la semaine dernière et avons donné ce que nous avons recueilli aux fermiers noirs et aux fermiers blancs, aux petites exploitations et aux grandes. Et c'est formidable de voir à quel point cela leur a redonné l'espoir. C'est l'un des secteurs les plus importants de la société. C'est de la production de nourriture qu'il s'agit. Les agriculteurs d'Afrique du Sud attendent la saison des pluies en cette période de sécheresse terrible qui frappe au moins 5 des 9 provinces du pays. Parmi les zones les plus affectées, la province nord-ouest. Heureusement, les bénévoles partent à leur secours. Le Kenya est le deuxième plus grand producteur et consommateur de lait en Afrique subsaharienne. Ce secteur connaît une croissance rapide et contribue pour près de 4% au PIB du pays. La production de lait a doublé au cours de la dernière décennie. Cependant, il y a eu très peu d'améliorations dans les méthodes agricoles au cours des 25 dernières années. Certains agriculteurs cherchent de nouveaux moyens pour améliorer le rendement. Les Kenyans adorent leur lait. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'en moyenne, ils boivent 100 litres par an. Mais comme la plupart de l'industrie agroalimentaire du Kenya, le secteur laitier est encore largement sous-développé et cela résulte en une faible production de lait, à des maladies et à un fourrage de mauvaise qualité. Au niveau macro, l'industrie du lait contribue pour 14% du PIB agricole. Peter Matenge possède une exploitation dans la région de la vallée du Rift où presque 60% du lait du Kenya est produit. Il se nomme lui-même un exploitant urbain avec ses vaches sur un terrain de 15 par 22 pieds dans la ville de Nakuru. Ces vaches produisent une moyenne de 35 litres de lait par jour car il les relaxe et les divertit avec la télévision et de la musique. La musique et les activités comme la télévision apaisent l'esprit des animaux. Donc ils ne sont pas stressés, ils ont plus de confort. Avant, les vaches produisaient entre 27 et 30 litres de lait par jour. Mais quand j'ai mis en place le système de musique, la production de lait a augmenté. Cela semble inhabituel, mais ce n'est pas une nouvelle idée. Des chercheurs à l'université de Leicester ont découvert que les vaches exposées à de la musique relaxante produisaient 3% de plus de lait. Peter soutient cette méthode. Il dit que sa production de lait a augmenté car en plus de les relaxer, ces vaches profitent d'un bon confort avec des tapis pour dormir et 2 techniciens gardent leurs environnements propres tout le temps. Ils leur donnent aussi du fourrage à haute teneur en protéines 3 fois par jour. Elles commencent à avoir à manger à 6 heures du matin. Après, c'est l'après-midi. Et enfin, à 8 heures le soir, elles ont à manger selon leur poids. Si un animal fait 500 kg, il faut 10% de son poids en nourriture. Donc on lui donne 50 kg de fourrage par jour. Peter Matenge vend son lait au supermarché et aux clients individuels à des prix plus élevés car il dit que la qualité et le goût sont meilleurs. Il forme également des étudiants et des agriculteurs aux techniques d'élevage de bétail sur de petites parcelles de terre dans les villes, ainsi qu'aux techniques d'hygiène et de gestion des déchets. Peter utilise ces déchets pour fabriquer du biogaz qu'il vend ensuite à ses voisins. Il y a un système de production de gaz que j'envoie ensuite dans le quartier aux gens qui vivent proches d'ici. Ensuite, le produit issu du biogaz vient de l'autre côté de l'exploitation. C'est à partir de cet endroit que je le récupère et que je le redistribue aux fermes alentours. Et par ailleurs, je peux cultiver des céréales et du maïs. Les résidus des déchets sont réutilisés comme herbicides dans sa ferme où il cultive et préserve son propre fourrage. Aujourd'hui, Peter conseille les universités, le gouvernement et les exploitants locaux en leur montrant comment mettre en place de nouvelles normes en matière de production et de santé. Le lait continue à être l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au Kenya.
Aujourd'hui, les investisseurs font la queue pour donner de l'argent dans l'industrie laitière du pays avec des millionnaires comme Dangote du Nigeria qui cherche à produire du lait en poudre et d'autres produits laitiers pour les marchés locaux et l'exportation. Les experts pensent que le secteur doublera sa croissance dans les 10 prochaines années, mais uniquement si les exploitants grandissent avec. Le piratage a longtemps saigné le secteur de la musique. Les musiciens et les labels perdent chaque année des millions de dollars. Mais cela n'est pas inéluctable, selon un rappeur zimbabwéen qui affirme qu'un nouveau canal de distribution permet d'éviter le piratage et de rendre leur dû aux artistes. Malgré son illégalité, le piratage de la musique est ici très répandu. Le secteur de la musique tente de promouvoir les contenus originaux, mais ne parvient pas à faire face à la piraterie. Par exemple, nous avons un album sorti en fin d'année dernière par Thomas Mapfumo qui s'appelle Danger Zone. L'album aurait dû se vendre à plusieurs milliers d'exemplaires, on aurait pu tabler sur 10 000. Mais en réalité, à peine 500 ont été vendus. Il nous a fallu un mois pour écouler 500 CD. Mais des milliers de CD changent de main dans les rues. Et pour la plupart, ces disques sont des enregistrements des concerts des artistes. Ces concerts sont le moyen pour eux de gagner de l'argent. Mais avec ce procédé, on évite les studios d'enregistrement. Les studios vont donc faire faillite. Pourtant, rien n'est perdu. Un artiste local pourrait bien avoir changé les règles du jeu. Réalisant que la majorité des Zimbabwéens communiquent via l'application WhatsApp et effectuent des transactions à partir de leur téléphone, Junior Brown a décidé de combiner ces deux aspects lors de la sortie de son dernier single. Donc on a fait des plans pour mettre la musique sur Internet et sur le téléphone. Et WhatsApp est le canal de distribution le plus rapide actuellement. Nous avons vendu la musique pour $1 et nous en avons vendu 5000 et ça continue d'augmenter. La technologie qui a révolutionné le secteur de la musique dans le monde entier est en train de changer les règles du jeu ici aussi. Nous sommes maintenant dans une situation où il est pertinent de faire de la publicité et de parler d'un produit sur Facebook, car tout le monde y est. Et il est pertinent de vendre sur les téléphones, car tout le monde les utilise, et ce, chaque jour. Il n'y a pas de meilleur moyen que d'utiliser une plateforme utilisée tous les jours pour consommer des médias, à l'image de Facebook ou de WhatsApp, pour acquérir et télécharger un produit. Junior Brown explique que la vente en ligne a été un test payant. Comme solution contre la piraterie, je pense que ça prouve quelque chose de très spécial ici, et quelque chose qui peut être adopté. Mais nous devons nous garder en tête qu'il a composé une super chanson et qu'il est déjà connu. Et Junior Brown entend bien profiter de son succès. Afrique Info est maintenant terminée. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition internationale. Excellente suite de programme sur CCTV français.